t'as un problème. Parce que t'as raison sur le fond, et ton goût de la catastrophe, t'es en train de donner des cibles à des connards. Parce que de fait, Ben Laden, il n'a fait que exécuter un scénario hollywoodien. C'est pour ça que cet attentat est si réussi. C'est qu'il est devenu une image de hollywoodienne, quasiment. À chaque fois qu'on revoit faire. Oh, c'est un spectacle. Malheureusement, un spectacle à 6000 morts, enfin, je ne sais pas combien, mais c'est un spectacle. Et en fait, ils n'ont fait que copier tout ce qu'avait mis en place le film hollywoodien, le film catastrophe, etc. C'est là qu'est l'intelligence politique des gens qui ont fait ces attentats, mais c'est là qu'est l'horreur de la situation si on se pose du côté artiste, à se dire je nourris ces bêtes-là. Donc moi, ça a vraiment été un questionnement, et alors j'ai arrêté de travailler pendant 2 ans après. J'ai complètement stoppé la BD, j'ai complètement stoppé Universal War One, je me suis dit, j'ai pas de... Qu'est-ce que je fais, avec quoi je joue? Je veux prévenir la catastrophe, et je suis du côté des gens qui la nourrissent. Parce que malheureusement, je ne suis pas sûr que tous les lecteurs du W1 en referment en se disant ce serait bien qu'on arrête de jouer au con. J'en fais une partie, ont peut-être envie de le faire. Autrement que par le dessin. Voilà, autrement que par le dessin. Donc c'est vraiment un questionnement qui m'a travaillé, dont je suis sorti uniquement en passant à cette époque au numérique. C'est pour ça que j'ai basculé entièrement mon travail sur Photoshop. C'était une nouvelle manière de dessiner qui quelque part m'a ramené à cette adolescence que je montrais tout à l'heure, le moment où on est obligé on apprend. On ne sait pas faire. Et ça a été important de retrouver cette innocence par rapport au dessin, ainsi que de plus être le gars qui maîtrisait son petit business de dessinateur comme ça. Comme un nouvel outil, nouveaux horizons. Voilà. Ça, bon, l'outil, on en a parlé l'autre soir lors de la démonstration digitale. Et à propos du dessin, tu parlais des anneaux de Saturne et autres, par exemple. Alors quand tu mets en scène des situations aérospatiales, assez bien tranchées, tu n'as pas peur de prêter le flanc, disons, à des critiques un petit peu scientifiques qui vont dire oh là, Schramm il a pété un boulon, il va un peu trop loin Est-ce que tu as subi ça aussi? Est-ce que par exemple quand la BD est sortie, quand j'ai créé l'histoire de wormhole orienté, c'est un type de phénomène astrophysique assez spécial qui est dans l'univers. D'habitude un wormhole c'est un trou dans l'espace qui est ouvert dans tous les sens, qui entre guillemets est un trou dans l'espace-temps. Moi c'est un trou particulier, il est orienté, il n'est que dans une direction. Dans l'espace et dans le temps, et de fait, donc à cause de ça, il aspire la structure de l'espace-temps. C'est très ambigu. D'où la création de ces gigantesques murs qu'on voit au début. Pour l'instant, je n'ai croisé que des astrophysiciens qui m'ont dit ça n'existe pas, mais c'est vachement intéressant comme objet. Donc ça là-dessus, j'ai une réponse assez positive. Et moi j'attends le jour où un étudiant en astrophysique va avoir envie de modéliser le phénomène numériquement, par exemple, pour voir réellement l'impact que ça aurait sur la structure de l'espace-temps d'avoir un objet comme ça. Donc ça, c'est la partie où j'ai vraiment fait mon travail de hard science, entre guillemets. À côté, j'ai des gens qui se baladent dans l'espace, il y a de la gravité partout, ils se rapprochent des étoiles en rigolant, il y a évidemment un côté pur space opéra, pur plaisir de l'image, pur plaisir de l'action, que je revendique comme tel, parce que je ne suis pas là pour donner un cours de science. Même si tu te défends d'avoir fait quand même une bande dessinée hard science, tu as quand même conscience qu'elle a quand même cette perception dans le grand public. Mais il y a quand même peu de séries qui ont cette tenue scientifique. Alors elle est hard science sur le wormhole, comme je disais, elle est hard science sur le fait que sur les voyages dans le temps, j'ai fait un travail de logicien qui est très rare dans la création, c'est-à-dire que j'ai une vraie proposition pour le voyage dans le temps, ceux qui l'ont lu la connaissent. Qui est logique, autonome et qui n'avait jamais été présenté dans un cadre de SF. Donc qui est vraiment là, comme c'est très logique et très précis, on peut parler de l'art science au sens mathématique du terme. Il y a des tas d'endroits comme ça où je suis quelqu'un de très sérieux. Donc évidemment je comprends pourquoi on me voit comme un auteur de art science. Mais la art science c'est pas ça. C'est faire par exemple partir d'un fait, faire un pronostic avec, construire tout en conséquence de ce fait-là. Et mon système n'est pas du tout comme ça. Moi c'est avant tout une grande histoire humaine, des personnages, etc. L'art science, c'est comment dire, c'est des cerises sur mon gâteau, quoi. C'est des cerises que j'apprécie beaucoup et je suis content que les gens les apprécient, mais c'est pas le but de mon histoire. Voilà. Oui, c'est les personnages avant tout, quoi, en fait. Les personnages avant tout, les personnages, les destins humains avant tout, puis après le côté social, la question sur l'avenir de notre société, la science-fiction de prospective politique, on va dire, éventuellement, et puis après le space opéra, et puis voilà, comme du sel là-dessus, l'art science, et pour finir, l'aspect religieux, enfin, quelque part, je fais un sandwich. Le truc le plus
finalement le plus original, il n'y a rien d'original dans Universal War One. Ce qui est original, c'est d'avoir mis autant de choses dans un récit. C'est-à-dire que je vous racontais que j'avais écrit toutes mes idées. J'ai réalisé récemment que j'avais en fait que dans ma folie à 27 ans, j'avais fait une sorte de petite encyclopédie des thèmes de la SF et j'avais décidé de les mettre tous dans un bouquin. C'était complètement cinglé. Parce que normalement, on fait une histoire de l'agent temps, ou une histoire de conquête spatiale, ou une histoire de guerre du futur, et j'ai tout fait. Alors, j'ai pas tout bien fait, sans doute. J'ai tout survolé par d'un côté, mais j'ai tout fait. Et c'est peut-être en ça que Universal War One est de la pure science-fiction, c'est que c'est un gigantesque hommage à tous les sujets de la science-fiction, ce qui est assez rare. En général, on est d'un côté ou de l'autre. Avec une couche de religion, effectivement, et presque quasi mysticisme, parce que c'est vrai que quand tu parles du fait de jouer avec l'espace-temps, de la manière dont tu retravailles ensuite le scénario pour pouvoir faire en sorte que le spectateur, enfin le lecteur, ait accepté la destruction de la planète et puis que ça continue quand même. Moi, ça fait écho à une autre de tes bandes dessinées, à savoir Habib. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, puisque cette série-là apparaît dans la période, disons, entre guillemets, de vacances de Universal War, mais recoupe complètement le thème de Universal War. Mais croise Universal War One même. Et c'est entre bouddhisme et quantique. Alors tu peux nous... Alors ça, en l'occurrence, c'est une histoire que je n'ai pas écrite moi. C'est le 3e tome d'un triptyque qui a été écrit par Valérie Mangin, mon épouse, qu'on connaît maintenant pour le scénario d'Alix Senator, mais qui a fait beaucoup de science-fiction, dont le fait au début, etc. Et il y a eu le doute que c'est un peu perméable entre vous deux. Voilà. Alors c'est la mise en abîme, c'est le principe artistique ou littéraire qui consiste à citer une œuvre dans une œuvre. La mise en abîme la plus simple, la plus connue, c'est la vache qui rit, qui porte des boîtes de vache qui rit, sur lesquelles on voit la vache qui rit, qui porte des boîtes de vache qui rit, et donc la mise en abîme, c'est bien ce sentiment d'abîme qui se creuse face à cette profondeur. Donc c'est les jeux de miroir qui se répètent, c'est dans Hamlet, le fait que Hamlet fasse jouer une pièce de théâtre pour montrer au roi qu'il n'est pas dupe, et qu'il connaît l'histoire de l'empoisonnement. Donc il y a un théâtre dans le théâtre, ce qui est très troublant au théâtre évidemment, et ainsi de suite. Nous on a fait une BD dans la BD. La première histoire, je vais stopper là encore une fois. La première histoire, c'est Balzac qui découvre dans un journal le feuilleton qui a pris son passé. Donc, passé qu'il ne veut pas qu'on révèle, et ça va finir par l'emmener au désastre. La seconde histoire, c'est Clouseau, le réalisateur, qui découvre dans des rushs il se passe des choses sur son tournage qu'il ne connaît pas, entre autres avec son actrice principale, la drogue et la libération, qui sont juste après la guerre, donc des histoires de résistants et surtout de collabos. Donc en fait c'est le passé qui rejoint dans le premier Balzac, dans le second c'est le présent, comme on a les rushs du film, c'est l'instantané, et dans le troisième c'est Valérie Mangin, qui dans les années 90 découvre en librairie le tome 3 d'Abîme, qui va paraître en 2012, et qui achète un livre qu'elle est censée faire depuis une dizaine d'années après. Donc il y a quelque chose d'extrêmement gênant. Il s'avère qu'elle va le perdre très vite pour des raisons diverses, donc elle pourra même penser qu'elle a été folle à un moment. Et toute l'histoire, c'est comment le fait que ce futur album existe bouleverse la vie de Valérie et la mienne, puisque on finit par se rencontrer, tu apparais. Voilà, et ça se conclut entre autres en expliquant que c'est une des explications à l'écriture de Universal War. Puisque je dis que je savais par cet album-là que j'allais écrire Universal War. C'est très... Vous voyez, on rentre dans le paradoxe temporel. Je ne sais pas si la dernière planche y est. Voilà, il y a tout l'album. Celle où Valérie Mangin traite Denis Bajram de salaud. Voilà. Oh non, oui, dans ces choses-là. Alors c'est une histoire amusante, parce qu'on croise des auteurs de bande dessinée. Il y avait Jean-Christophe Arleston à Angoulême, qui n'avait pas compris qu'on était en train de passer chez Dupuis à l'époque. Des trucs comme ça, enfin, c'est assez drôle. D'autres éditeurs, les journalistes. Par exemple, c'est le journaliste qui a écrit les entretiens dont je parlais. Voilà, donc c'est une histoire qui est très personnelle et qui en même temps évidemment de la profondeur, puisque sur la fin, il y a évidemment le moment où on comprend que c'est bien notre histoire, et où on lit la planche, où on se voit en train de lire la planche, et à l'infini, c'est-à-dire comme si tout notre destin était écrit. Là on rejoint la théorie du temps d'Universal War One, puisque dans Universal War One, je dis que tous les voyages dans le temps ont toujours eu lieu. Donc de fait, le temps est la conséquence de tous ces voyages dans le temps, donc de fait, on est dans un monde uniforme comme le nôtre, à part qu'il est juste gênant de penser qu'il y a des boucles dedans. Voilà, et ça se termine à la fin par un pronostic. Sur les 3 dernières pages, on se voit un pronostic sur notre futur.
sûr. Il est pas mal intéressant ton pronostic entre le prix Hugo et puis l'énorme succès planétaire des adaptations cinématographiques d'Universal War. Voilà. Ça laisse... Alors en fait on avait essayé de faire une fin assez rigolote parce qu'on va assez loin. Et on finit par vivre des milliers d'années, des centaines de milliers d'années. Puisqu'en fait c'est une histoire d'amour, donc on a voulu montrer que notre amour était éternel. Donc faire un pronostic de futur aussi ahurissant, c'était le moyen de parler de cette histoire d'amour. Ce qui est intéressant dans cette fin, c'est surtout ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne fait pas d'œuvre artistique sans ambition, sans orgueil démesuré. Il y a que faire de l'art sans un moment être melon premier, il y a un truc qui ne va pas. Le seul truc, c'est qu'au moment où on pose le stylo, on doit redevenir de tout le monde, quoi. On doit avoir l'intelligence de se souvenir qu'on est un être humain comme les autres. Voire pire, parce qu'en tant qu'artiste, on a des putains de lacunes sur pas mal de domaines, de sensibilité par exemple. Quand tu fais un album de bande dessinée, disons, en étant le scénariste, tu es Dieu pendant un moment. Et même quand je suis dessinateur de Valérie, je suis Dieu de l'univers. Ça, vous réglerez ça plus tard. Je suis en train d'inventer un univers qui n'existe pas hors de moi, même quand je représente notre réalité. Il y a quelque chose, c'est comme quand je fais du Lego. D'un seul coup, dans ma chambre, il y avait la base complète de Goldorak en Lego. J'avais inventé un univers, c'était un univers dans l'univers. Il y a quand même de ça quelque part dans la création, c'est une espèce de conquête de la réalité complètement délirante quand on y pense. Encore une fois, si on ne met pas d'orgueil là-dedans, moi j'ai toujours dit que l'orgueil c'était fondamental dans mon travail. Quand j'écris ces 18 tomes à 27 ans, alors qu'il y a un éditeur, parce que Guy Tarquin et Christophe Beck qui m'ont dit que j'étais un mec sympa, me file un contrat où j'ai le droit de faire ce que je veux. À 27 ans, je décide d'écrire un truc de 18 tomes. C'est totalement délirant. Maintenant, quand j'y pense, je sais, mais qu'est-ce que j'avais dans la tête pour oser me lancer dans un projet de 18 ans minimum, quoi. Enfin, mais tant mieux. En plus, à l'époque, tu n'avais absolument pas envisagé des suites et des implications, puisque là, donc, Universal War est appelé à être adapté en long-métrage. Ah bah oui, en plus, quand on écrit ça, on pense qu'on raconte la BD. Quand tu parles d'être, disons, le dieu de ton univers quand tu fais un album de bande dessinée, est-ce que quand tu dois travailler, sachant que ce travail-là va être la pierre angulaire du travail de 200 ou 300 personnes qui vont suivre, est-ce que c'est le même sentiment ou est-ce que tu n'as qu'une envie, c'est revenir chez toi à l'atelier pour te remettre à maîtriser complètement tous les paramètres de ton univers? Ça mélange les deux. Je pense, moi, j'arrive pas à travailler si je suis pas enfermé 7-8 mois à ma table de travail. Pour vous donner une idée, le dernier tome de Universal War 2, je l'ai fait je l'ai subi en novembre dernier et je l'ai fini à mi-juillet et j'ai travaillé 14 heures par jour en continu sans prendre un seul jour de repos. Parce que la bande dessinée, ça prend un temps de fou. Mais cet enfermement, j'en ai pas été malheureux, bien au contraire. Parce que ça a été 14 heures par jour à vivre dans un univers sur lequel j'avais une maîtrise totale, même si mon niveau technique, etc., n'est pas toujours à la hauteur de ce que j'espérais. En tout cas, c'était un endroit où chaque effort que je faisais avait du sens. Alors que dans la réalité, chaque effort qu'on fait souvent se heurte à la triste réalité, au comportement des autres, etc. Et tout. Donc c'est des moments assez magiques. Alors en même temps, si on fait ça pendant 10 ans, on devient mangosse, on coupe une oreille. Et on devient fou, donc c'est vraiment important de savoir retourner à la réalité, mais c'est des moments assez géniaux de pouvoir vivre ça. Et alors quand tu retournes à la réalité, parce que là tu es en train de nous dire que tu travailles 14 heures par jour et que l'album a duré quasiment moins d'un an en fait, juste pour savoir, donc dans les périodes de 7 ans, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu peux nous faire un petit medley Ah oui, alors pas, je ne sais pas, en fait, tu ne sais pas, on a fini Universal War 1 en 2006, et le nouveau tome sort seulement maintenant. Donc pendant 7 ans, il a fallu que je prenne des vacances parce que ce bonheur que j'ai à travailler autant, c'est aussi une implication gigantesque et à la fin de l'Universal War 1, j'en pouvais plus. Mais j'en pouvais plus d'une chose particulièrement, c'est de dessiner des vaisseaux spatiaux. De dessiner des mecs qui faisaient la tronche du matin au soir, habillés dans des costumes militaires, entre 4 plaques de métal, et l'espoir d'avoir un décor, c'était une planète géante gazeuse. Il y a un côté quand même un peu éloigné du plaisir d'un bon ciel bleu, d'un arbre, d'un chat, un cheval, une fleur, une voiture même. Et donc moi j'ai vraiment un moment j'en ai eu marre. J'avais l'impression d'être un plombier spatial, à faire la construire des raffineries dans l'espace. Mais en même temps, par exemple, dans la Bible, c'est pas non plus un gitalon, quoi. Non, mais c'était totalement différent. Alors j'ai fait 3 pièces entre les deux qui se passent au Moyen-Âge.